Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer. Cet épisode est soutenu par Biddies, le LMS conçu pour les équipes terrain, celles qui n'ont pas de poste fixe, peu de temps et des priorités très concrètes. Biddies connecte formation digitale, présentielle et IA métier dans une plateforme pensée pour apprendre au bon moment, directement dans le contexte réel de travail. L'objectif ? Transformer chaque compétence terrain en véritable levier de performance. En partenariat avec l'IFOP, Biddies publie une nouvelle étude exclusive dédiée aux équipes opérationnelles et ce qui conditionne réellement leur efficacité. Compréhension des priorités, circulation de l'information, contraintes du quotidien et place du collectif. Une étude précieuse pour toutes les organisations qui veulent mieux comprendre la réalité du terrain et agir en conséquence. Pour la découvrir, rendez-vous sur biddies.com, rubrique ressources, ou cliquez sur le lien qui se trouve dans le descriptif de l'épisode. Bonjour à tous. Derrière une formation qui attire et qui donne envie, il y a souvent un élément qu'on sous-estime, les mots. Comment formuler un intitulé qui donne envie ? Comment écrire un résumé qui rassure et qui projette ? Et surtout, comment transformer une formation en sujet de conversation, que ce soit sur LinkedIn, via des ambassadeurs ou grâce à la preuve sociale. Pour explorer ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Rachel Bouchiga, stratège et ghostwriter LinkedIn, qui accompagne des experts à faire entendre leur voix et à renforcer leur influence grâce à l'écriture. Dans cet épisode, on va parler rédaction, visibilité, influence, mais aussi légitimité et passage à l'action. Bonne écoute! Bonjour Rachel et bienvenue. Bonjour Anne-Marie. Oh, que tu as un bel accent chantant. Oh, tu nous viens de Montpellier. Et ça, du soleil. Voilà. Donc écoute Rachel, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast. Aujourd'hui, on va parler stratégie d'influence pour ces formations, c'est-à-dire qu'on va aborder tout ce qui est page de présentation des formations, le résumé, les posts LinkedIn et aussi les témoignages apprenants. Je suis sûre que ça va être passionnant. Je t'ai préparé quelque chose de sympa. Ah bah super. Eh bien écoute Rachel, comme d'habitude, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, nous dire qui tu es et ce que tu fais? Oui, bien sûr. Donc moi, Rachel, je suis stratège et ghostwriter LinkedIn pour les acteurs de la formation, donc CIO, dirigeants, PDG, dans tout ce qui touche du coup de la formation B2B et de l'EdTech. Voilà. Donc je les accompagne sur LinkedIn sur toute la partie stratégie à mettre en place, leur prise de parole, leur posture, leur positionnement et la rédaction principalement de tous leurs posts. Dans tout ce secteur-là, voilà. Oui, et c'est comme ça en plus qu'on s'est rencontrés sur un salon Learning Technology, voilà. Et Exactement. depuis, nous avons fait de la gare de Lyon notre QG puisqu'on s'y croise régulièrement. C'est ça, tout à fait. Alors Rachel, quand tu regardes une page de présentation d'une formation, puisque tu travailles spécifiquement pour le secteur EdTech et formation B2B, donc Oui. qu'est-ce qui te frappe le plus dans la rédaction de ces pages? Alors, le plus souvent, il faut savoir que la page de formation, elle est quand même plutôt, assez complète, assez claire. Il y a toutes les informations dont on a besoin. Mais ce qui me frappe le plus, c'est qu'il manque souvent un point crucial. C'est qu'est-ce qu'elle va gagner cette personne, en fait, à suivre la formation? Et ça, c'est pas souvent très bien dit, très bien formulé, dans le sens où pour moi, une personne, elle n'achète pas, un programme, elle vient pour vivre une transformation. Et donc du coup, si on n'a pas cette notion-là, qui est mise en avant, je trouve que du coup, la page de présentation, elle peut être un peu creuse, et ça peut manquer un petit peu d'impact. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je retrouve, assez régulièrement et qui me frappe assez, oui.
Alors là, je suis complètement d'accord avec toi puisque moi, c'est ce que je dis très souvent, c'est que dans la page de présentation de la formation, il faut déjà tout d'abord parler le langage des apprenants et ensuite bien mettre en avant les bénéfices opérationnels de ce que va gagner l'apprenant, comme tu viens de le dire, et surtout s'affranchir de tout le jargon technique qui pourrait venir alourdir cette présentation. Exactement, tu as tout dit, c'est exactement ça et c'est vrai que c'est vraiment un point sur lequel il faut, point de vigilance, si je peux dire ça comme ça, ouais. Oui, complètement. Et ensuite, si on parle intitulé d'une formation, donc pourquoi justement, cet intitulé, joue un rôle clé dans, on va dire, le fait de capter, l'attention, de notre apprenant lorsqu'il va voir, cette page de présentation? Alors l'intitulé, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme une, alors déjà, c'est la première chose que l'on voit, que l'on lit. Et moi, je le vois surtout comme une, promesse, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire sur le bénéfice. Et une promesse, c'est un peu si je te donne un exemple d'une formation en management, quand on met formation en management, c'est creux, c'est pas assez, on comprend pas vraiment. Et là, c'est là où il faut justement enclencher des mots-clés et ça rejoint encore ce que tu disais sur le jargon. On peut peut-être évoquer plutôt comment structurer une équipe. Vous avez une équipe, mais vous avez l'impression de porter seul la performance, par exemple. Utiliser vraiment des mots-clés, dans lequel finalement l'apprenant va se retrouver, notamment dans ses enjeux, dans ses problématiques et ce pourquoi finalement il vient chercher une formation. Donc pour moi, c'est vraiment primordial de tout axer sur l'intitulé de la formation avec des mots-clés bien spécifiques. Alors, on a parlé, page de présentation de la formation, intitulé de la formation. Maintenant, on va s'attarder sur le résumé d'une formation. Donc, pourquoi c'est important également de soigner ce résumé et quel rôle va-t-il jouer, selon toi, dans la décision de s'inscrire ou pas? Alors, bonne question. Du coup, pourquoi il faut soigner le résumé? Parce que le résumé, beaucoup de personnes, d'ailleurs se trompent là-dessus, c'est pas un complément d'information, c'est une réelle projection. On est là encore une fois pour projeter, l'apprenant. Donc on va mettre en avant bien évidemment le bénéfice, mais en fait, pour moi, il y a 3 étapes. La première, c'est de contextualiser, c'est-à-dire dans quelle situation il est actuellement, dans quel environnement évolue l'apprenant. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va parler des enjeux. Donc, finalement, il est dans une situation, quels sont les freins, c'est quoi qui coince? Et ensuite, on va projeter. Donc là, c'est un peu ce que j'appelle moi la situation rêvée. C'est-à-dire qu'on a tous, quand on veut passer à l'achat, on a tous une situation rêvée, là, en l'occurrence sur la formation. Et donc l'idée, c'est de d'amener cet angle de qu'est-ce que ça va changer avec la formation. Donc on contextualise, on parle des enjeux et ensuite on projette. Et avec un résumé déjà vachement clair comme ça, où on s'intéresse plus à l'apprenant que de faire un complément d'information sur, encore une fois, le contenu pédagogique, les compétences visées, et cetera. On s'intéresse à lui et on le projette. Donc c'est là où le résumé, pour moi, a un rôle clé et où il faut vraiment s'attarder, là-dessus. Ah bah, écoute, là, on a un tunnel, hein, on va dire, dans ce que tu nous as dit, hein. Tu peux nous répéter, les 3 mots? Donc contextualiser, c'est-à-dire dans quel environnement évolue la personne, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui change en plus aussi dans son secteur d'activité. On contextualise, on parle des enjeux et là, ça montre aussi finalement qu'on s'intéresse à sa réalité, du terrain et ensuite on projette. Qu'est-ce qui va se passer après la formation? Donc vraiment avoir cet esprit, comme tu dis, de tunnel et d'amener le résumé de cette façon-là, ça va vraiment apporter encore plus d'impact avec l'intitulé, bien évidemment. On a vraiment quand même quelque chose d'assez sympa. OK, donc maintenant on a travaillé notre, tunnel. Donc, il faut maintenant générer, des inscriptions. Pour qu'un apprenant, s'inscrive à une formation, donc il faut qu'elle soit visible. Donc, quel rôle, LinkedIn peut-il jouer, dans la désirabilité, d'une formation? Alors, bonne question là aussi, hein, tu n'as que des bonnes questions, Anne-Marie. Merci Rachel. J'ai envie de dire, encore une fois, beaucoup de gens se trompent là-dessus, notamment sur l'objectif de LinkedIn. Donc on ne vend absolument rien, sur LinkedIn hein, et encore moins une formation. Par contre, LinkedIn va servir en fait à créer un espèce de chemin de familiarité, de proximité, de crédibilité qui fait que, les personnes vont vous lire de façon, quotidienne et régulièrement et du coup, le jour où ils auront besoin en fait de faire une formation ou d'accéder à une formation, c'est directement vers vous qu'ils vont aller. Donc, il faut se servir de LinkedIn notamment pour mettre en avant et on en parlera par la suite, mais,
voilà, des cas clients, des témoignages d'apprenants. On peut éventuellement aussi parler de, la manière dont sont construites les formations. On peut mettre en avant, des avant-après, mais LinkedIn va vraiment servir à venir broder un petit peu autour de la formation sans trop vendre la formation. Donc c'est plus une question de crédibilité, de confiance et de proximité que l'on crée avec sa cible. Quelque part, c'est les coulisses de la conception de la formation. Exactement, et ça permet de montrer, encore une fois, qu'on ne crée pas des formations, sur son PC avec ChatGPT, mais qu'on part du terrain, qu'on a une expérience derrière, qu'il y a des études qui sont faites, et donc du coup, ça permet vraiment de bien construire la formation et du coup de pouvoir mieux la vendre en termes de crédibilité et de confiance. C'est extrêmement, important, ouais, de voir LinkedIn comme ça, en tout cas. Mais justement, comment, les responsables formation, ou les formateurs, peuvent-ils faire pour quand même rendre visible, leur formation, mais sans faire trop pub? Parce que là, si on parle des coulisses comme tu l'as dit, on parle de la conception et cetera, mais à un moment, il faut bien dire que cette formation, elle existe. Donc comment est-ce qu'ils peuvent faire sans que ce soit, trop, bah oui, trop pub quelque part? Trop pub. Il faut en parler sans trop en parler. Alors je sais, c'est un petit peu, j'ai envie de dire un petit peu abstrait. On peut parler des coulisses, mais pour moi, là où ça se joue le plus, c'est notamment sur les retours, en fait, des apprenants. Retours apprenants. Alors après, je sais qu'il y en a pas beaucoup qui jouent le jeu parce que c'est très délicat, d'aller relancer ces apprenants pour faire un témoignage, un retour et cetera. Mais en fait, c'est ce qu'on évoque juste après au niveau de la preuve sociale. Il faut vraiment jouer là-dessus plutôt que on a une formation, on la vend, on la met en avant et puis c'est tout, ça s'arrête là. Ça peut vite, faire très, ça peut être vite être mal vu finalement si à chaque fois qu'on poste sur LinkedIn, c'est pour vendre la formation. Il faut vraiment la mener avec un: «Je connais vos enjeux, je connais vos problématiques, nous on a une solution, on vient de mettre en place une formation qui répond à cette problématique-là». On met en avant de la preuve sociale et on en parle comme ça, et en fait, ça fait encore une fois que là, l'esprit entonnoir, et ça permet de pouvoir, vendre sans trop vendre, voilà, mais plus de montrer qu'on est penché sur les problématiques de ses apprenants et de sa cible, qu'on s'intéresse à elle, quoi, avant tout. Oui, et là, tu parles de preuve sociale. Donc, par preuve sociale, on entend, les retours des apprenants, comme tu l'as dit, les témoignages, des cas concrets aussi. Donc, quel rôle, là, tu en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux un petit peu plus développer, le rôle que cette preuve sociale va jouer dans l'attractivité d'une formation? Pourquoi on va choisir, tel formateur plutôt qu'un autre, par exemple, j'imagine? Oui. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, la preuve sociale, quand elle est bien construite, dont notamment retour d'apprenants, témoignages, cas concrets et cetera, quand c'est bien construit, et donc là, je vais t'énoncer un petit peu comment on peut le mettre ça en place, ça peut vraiment être un élément, déclencheur. Ça peut vraiment déclencher une inscription. Pourquoi? Parce que la preuve sociale, on va d'abord évoquer la situation initiale. Donc, imaginons qu'on prend un apprenant qui a fait une formation, on va aller, exposer sa situation, son contexte déjà de base avant de faire la formation. Donc quelqu'un qui va lire la formation, il va se retrouver en fait, quelque part dans cette situation initiale puisque c'est la situation que lui, il vit. Donc lui déjà, il va se sentir concerné: «Ah, il était dans la même situation que moi, ça m'intéresse de voir comment s'est passée la formation». Ensuite, on va mettre en avant la méthode. Donc là, c'est la formation en l'occurrence, qui a été mise en place. Donc là, on est dans la partie, moi, ce que j'appelle séduction. On est séduit par, tout ce qui est mis en place, par les contenus, et cetera, et cetera. Et ensuite, il y a les résultats. Et les résultats, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est la situation rêvée. Parce qu'on a tous, quand on est dans un contexte un peu problématique, on cherche une formation, on a tous une situation rêvée. On rêve de quelque chose. Et donc, du coup, de voir que l'apprenant vit actuellement cette situation rêvée, bah, en fait, c'est une espèce de projection qui est quand même assez importante. Et donc, quand le cheminement, il est bien fait, contexte, mise en place de la méthode, résultat, ben là, c'est un vrai déclencheur. Ça va vraiment permettre à la personne de se projeter, et de créer cet engouement autour de la formation qu'une autre formation n'aurait peut-être pas fait ou aurait moins de preuves sociales et donc du coup aurait moins d'impact. Donc je pense que ça se joue énormément là-dessus sur la preuve sociale. Et quel est le format que tu conseilles justement pour, montrer, cette preuve sociale? Des photos, des apprenants, des carousels, qu'est-ce que tu nous conseilles? Sur LinkedIn, en tout cas, je conseillerais, Carousel. Sinon, il y a un format qui fonctionne très bien, sauf qu'il est un peu limité parce que ça demande du temps, de l'énergie, du matériel, mais c'est des témoignages clients vidéo. Voilà, avec, questions-réponses, quelque chose d'assez court, pas trop, trop long.
Mais moi, personnellement, de mon expérience pour avoir fait des formations, à chaque fois, l'élément déclencheur où je me suis dit: «C'est bon, je fais cette formation», c'est parce que j'avais accès à des témoignages, vidéo où je vois l'apprenant, où on pose des questions à l'apprenant de quelles étaient tes difficultés. Alors, souvent, c'est une reconversion. Là, je parle pour moi à titre personnel, mais je suis en reconversion, je vis telle et telle situation. Moi, je me retrouve finalement dans ce qu'il dit. Voici ce qu'on a mis en place. Donc là, concrètement, il explique son ressenti à lui. Donc, on n'est pas sur débriefer de la formation, on est sur comment lui l'a vécu. Donc là, du coup, ça me projette. Et puis, bah, actuellement, il me fait part de sa situation. Et là, je me dis, oh, mais c'est la situation que je rêve de vivre. Et donc du coup, on a cette preuve sociale qui est quand même assez, importante et qui a beaucoup d'impact. Et du coup, là, je me dis: «Ben, je fais la formation». Si je passe sur un autre organisme de formation, une autre entreprise et il y a pas cette preuve sociale-là, ça peut me freiner un petit peu. Tu sais, c'est un peu la preuve sociale, qui est basée sur les étoiles Google, 2-3 lignes. C'est sympa, mais ça ne me dit pas, qu'est-ce que ça a changé comme transformation, qu'est-ce que ça a pu créer chez l'apprenant et qu'est-ce que ça va créer pour moi, du coup. Donc ça peut freiner. Moi, je dirais de faire des témoignages vidéo, si on peut, voilà. Et si on ne peut pas, on fait un carrousel. Voilà, un carrousel où on détaille bien à chaque fois le contexte initial, la formation qui a été mise en place, les résultats que l'apprenant a obtenus ou du moins la situation qu'il vit actuellement grâce à la formation. Voilà, et là, on a quelque chose d'assez complet qui permet de vendre sans vendre finalement. Voilà, puisque Oui, de bah toute oui, façon, il y a pas meilleure vente que la preuve sociale, donc du coup, faut beaucoup jouer là-dessus. très bien. Et on parle aussi beaucoup d'ambassadeurs internes. Concrètement, comment est-ce qu'on peut les aider à parler des formations? Et peut-être déjà nous dire ce que tu entends par ambassadeur interne. Alors, ambassadeur interne, pour moi, ça reste aussi des acteurs assez forts pour parler justement des formations et ils peuvent en parler sous un autre angle. Donc, tu vois, tout à l'heure, on parlait de la construction de la formation. Donc ça, c'est pareil, comment elle a été construite, cette formation. On part pas d'une page blanche, on part, d'une expérience terrain, on part aussi de ses anciens clients, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a peut-être aussi, des, scientifiques, des études en neurosciences qui ont peut-être été, mis en place pour créer la formation? Donc là, on pourrait parler un peu plus des coulisses de, comment ont été créées les formations. Et là, ça montre aussi que, quelque part, on part du terrain, on part de la réalité terrain et on est sur quelque chose qui a beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de poids. Moi, je vois plutôt les ambassadeurs internes, dans ce sens-là, de la construction aussi de la formation. Et comment on peut les aider à parler des formations? Est-ce qu'on peut leur préparer des éléments de langage, des argumentaires, comment tu fais? Oui, alors les, mots techniques, j'ai envie de dire à utiliser. Alors quand je parle des mots techniques, je parle des termes que la cible, emploie. Parce que souvent on va créer la formation, on va utiliser son jargon, mais en fait c'est peut-être pas le terme qui est utilisé par les apprenants. Donc bien faire une analyse terrain de quels sont les mots qui sont, utilisés et ensuite il peut être construit éventuellement un calendrier éditorial avec des types de posts qui peuvent être utilisés pour justement parler, de la formation et ça va créer un écosystème en fait de tout plein de contenus qui peuvent être évoqués. Donc comme on a dit, ça peut être les témoignages, ça peut être la construction de la formation, comme elle a été faite. Ça peut être aussi une étude de marché qui a permis de pouvoir construire les formations de telle façon. Les retours aussi des clients, ou du moins des anciens apprenants qui ont permis de pouvoir construire une formation maintenant un peu plus à impact, qui a permis de faire évoluer la formation. C'est un peu le côté, construction de la formation, en fait. Je le vois, amené comme ça. En plus de la preuve sociale, on est sur un combo, pour moi qui est totalement parfait et finalement on vend sans vendre. On parle pas de, je fais X formation, voici tous les contenus pédagogiques que vous allez avoir, voici, tous les thèmes qu'on va aborder. Non, on le prend sous un angle pour moi qui est plus stratégique et qui est plus porteur pour, vraiment déclencher le passage à l'action. Oui, on crée de la désirabilité en C'est faisant ça, ça, quelque part. exactement, Voilà. exactement et on vend pas directement. Voilà, c'est surtout ça. Et alors, donc tu accompagnes aussi, beaucoup d'experts de la formation, dans leur écriture. Donc qu'est-ce qui fait qu'un expert va sonner juste dans ses contenus? Surtout, à l'heure où beaucoup de posts sont écrits, avec, ChatGPT, ou Claude. C'est exactement ce que j'allais te dire. En plus que, beaucoup de posts sont écrits avec l'IA. Alors pour qu'un, un expert de la formation, en tout cas, sonne juste,
Pour moi, il y a qu'une seule chose, en fait, c'est la position. C'est-à-dire que quand j'accompagne un client, que ce soit pour de la notoriété ou pour générer des leads, je lui dis bien que je ne suis pas là pour l'accompagner pour faire ce qui est déjà fait, pour parler de sujets, déjà évoqués, déjà lus, relus, et cetera, mais pour se positionner. Et ça peut parfois faire peur parce que, il y a des personnes qui ont pas forcément envie de prendre position, qui ont peur d'avoir peut-être des commentaires un peu négatifs, d'être mal perçus. Mais pour moi, il faut se positionner dans le sens où quand on a construit son entreprise, quand on est en plus dans la formation, on partage forcément une vision. On a des valeurs. Il y a quelque chose qu'on défend corps et âme. Les personnes d'ailleurs qui ont l'habitude de faire des conférences, des webinaires, il y a forcément des choses que tu viens de défendre. Donc pour moi, il faut se positionner sur LinkedIn sans être trop radical, bien évidemment, pour pas fermer les portes, mais il faut se positionner. Et à partir du moment où on a trouvé sa position, on sait ce qu'on veut défendre. Alors ça peut être par exemple sur l'IA. Il y a des personnes qui sont adeptes de l'IA, qui vont dire faut mettre de l'IA partout dans les LMS. Il y en a qui vont dire non, il faut en mettre un petit peu, il faut quand même continuer le présentiel. Peu importe ce que vous défendez et ce en quoi vous croyez, positionnez-vous et parlez que de ça. Et pour moi, à partir du moment où la personne elle est positionnée, pour moi, ça sonne juste. Voilà. Que de vouloir faire un peu comme tout le monde, de vouloir surfer sur les contenus ou les sujets un petit peu tendance, en fait, on se noie dans la masse et on se démarque pas. Et au final, ça reste un petit peu survolé, un petit peu bateau, voilà. Il y a rien de, comme je dis, de foufou. Donc du coup, j'aime bien quand la personne elle a une vision, des valeurs et qu'elle, défend un sujet corps et âme et qu'elle reste positionnée là-dessus. Pour moi, ça sonne juste. Oui et puis choisir, un sujet, phare, je dirais et puis, ensuite poster aussi, autour avec, des sujets, satellites, hein. Si je prends mon cas, moi c'est vrai que je poste beaucoup, sur le digital learning et le marketing de la formation et quelquefois je vais aller poster, sur des sujets qui sont un peu, connexes autour de ça. Bien sûr, ça rejoint notamment, on peut très bien partager une vision, assez spécifique, par exemple, sur l'apprentissage ou sur la pédagogie ou sur la transmission. Donc ça peut être le sujet, niche et puis après il y a tous les sujets, comme tu dis, connexes autour, sur lesquels on va, justement prendre position. Mais en tout cas, on a bien sa vision de l'apprentissage. C'est pas tout le monde on n'a pas tous la même vision sur l'apprentissage, et les mêmes valeurs. Mais du coup, de rester positionné là-dessus et de vraiment communiquer autour de ce sujet-là, d'une, ça permet de sonner juste et en plus, ça permet d'être reconnu dans son secteur sur ce sujet-là. Il y a plein d'acteurs, quand on dit un mot-clé, je ne sais pas, je vais dire apprentissage, cognitif, enfin, je vais peut-être évoquer d'autres termes, on pense directement à une personne en particulier. Parce que justement, elle parle toujours de ce sujet avec conviction et du coup, ça porte encore plus, sa prise de parole d'ailleurs. Donc je dirais que voilà, pour qu'un expert il sonne juste, il faut qu'il se positionne et qu'il soit OK avec l'idée de: «OK, je me positionne là-dessus». Ça va pas plaire forcément à tout le monde. Il y en a qui vont peut-être venir me contrer parce qu'ils partagent pas le même avis. Mais c'est le jeu de LinkedIn, c'est le jeu du marché. On vous achète aussi pour ça. Donc voilà, pour moi, ce serait plutôt ça, oui. Oui, puis moi, ce que je conseillerais, pour, aider justement, à avoir en tête, ces sujets, c'est de se créer une petite, mind map, voilà et de partir, de son sujet, de niche, de son sujet, phare et ensuite de trouver, des idées, connexes sur la mind map et on va voir qu'il y a des, connexions qui vont se faire toutes seules, on va avoir des idées, qui vont venir et ça, quelque part, ça peut être, notre feuille de route, pour, poster. Exactement, c'est ce que je conseille d'ailleurs d'avoir cette, mind map et en plus, on a la chance, d'évoluer dans un secteur qui ne cesse d'évoluer, au fur et à mesure des mois et des années et donc du coup, cette mind map, elle évolue. On a peut-être évoqué un sujet et puis on se dit: «Tiens, ce sujet-là, on va pouvoir peut-être le traiter sous cet angle-là» et en fait, on a 1 milliard de choses à pouvoir, communiquer, mais toujours avec la même position et les mêmes, on va dire, la même vision et donc du coup, c'est vrai que ça fait évoluer aussi sa prise de parole sur LinkedIn. Eh bien, merci Rachel donc pour tous ces conseils. On va arriver, à la fin, de notre épisode et pour finir, je vais avoir une, dernière question. Donc c'est vrai que quelquefois on n'ose pas, appuyer, sur le bouton, publier. Donc quelle serait la première étape à activer, que tu pourrais conseiller, à nos auditeurs, pour, se lancer, sur LinkedIn?
Alors, je dirais, même si ça peut être, ça peut sembler un peu bateau, mais, je dirais que la première chose à faire déjà, c'est d'être au clair avec la stratégie qu'on veut mettre en place sur LinkedIn. Alors, quand je parle de stratégie, c'est juste pourquoi je veux prendre la parole sur LinkedIn. C'est pour moi, c'est vraiment le 1er point. Est-ce que c'est pour gagner en visibilité? Est-ce que c'est pour, vendre ses formations? Donc là, on est sur de la génération de leads et à partir du moment où on est clair sur son objectif, on a un calendrier éditorial et on a des sujets de contenu qui sont corrects. On n'est plus dans le flou parce que souvent les prises de parole, ça parle d'un sujet, puis d'un autre, puis de la vie perso, puis de la vie pro. Ça peut être un fouillis un petit peu de tout et malheureusement pour son audience, on commence un peu à les perdre et on les éduque pas sur ce qu'on va traiter. Donc je dirais bien être au clair sur ce qu'on veut véhiculer comme message, quel objectif on veut atteindre et se mettre d'accord sur son calendrier éditorial et publier. Bien évidemment, au début, c'est un peu, on tâtonne un petit peu, on teste des choses, mais tant qu'on garde toujours ce même objectif dans la tête, au fur et à mesure du temps, on a quand même une prise de parole qui est plutôt sympa. Et après, ben, sinon, il faut déléguer, tout simplement, se faire accompagner par un professionnel, une professionnelle qui sera à même de pouvoir, voilà, gérer toute la partie stratégie et d'être en raccord avec l'objectif de la personne qui veut publier. Et après, il faut tenter le coup. Bien évidemment, moi, je dis publier, voyez ce qu'il en est. Des fois, on peut être surpris des retours qu'on peut avoir et jouer le jeu à fond et voyez dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, les retours qu'on a et comment on se sent aussi avec la plateforme. Est-ce qu'on est à l'aise de répondre aux commentaires, d'avoir des prises de contact ou est-ce qu'on préfère peut-être rester en retrait? Voilà. Mais il faut se laisser le temps, on va dire, de pouvoir apprécier LinkedIn. Oui, et moi, ce que je rajouterais, c'est aussi, avant, de travailler, toute cette stratégie éditoriale et avant de se lancer, c'est de bien travailler aussi son catalogue de formation pour qu'il soit, bien OK, avec, ce que l'on veut quelque part transmettre et que cela soit, assez lisible ensuite, pour les apprenants pour qu'ils aient envie, aussi, de s'inscrire. Exactement et le voir aussi le catalogue de formation du coup pour compléter ce que tu dis, comme c'est la chute, on va dire, moi j'appelle ça la chute finale, et tout avant, il y a tout un process, et encore une fois, hein, je me répète, mais il y a toutes les problématiques, pourquoi on construit ce catalogue de formation et du coup de regarder toute la phase avant cette chute du catalogue de formation, ça permet de pouvoir construire une prise de parole qui soit intéressante et qui permet de ne pas vendre directement sa formation, mais de l'amener comme une, voilà, comme une solution. Faut vraiment le garder en tête comme ça, ouais. Voilà, exactement. Et Rachel, pour finir, est-ce que tu aurais une ressource ou une inspiration à recommander à nos auditeurs? Alors, source ou inspiration, je ne donnerai pas de nom, je n'en ai pas. Pourquoi? Parce que pour moi, la meilleure source, alors il y en a 2, hein, je mens un petit peu, il y en a 2. Pour moi, c'est le marché et ses clients. Voilà, ça reste, toutes les tendances marché, toute l'évolution du marché, c'est, pépites d'or pour avoir, des contenus et des sujets de contenu qui soient intéressants pour sa cible. Ça, c'est la première chose et la deuxième, c'est alors quand je dis les clients, du coup, les anciens apprenants, de revoir la communication qu'on a eue avec eux, qu'est-ce qui a été évoqué, quels sont les mails qui sont envoyés. Quand je suis avec des prospects notamment, qu'est-ce qui est dit? Et là, vous allez avoir les termes techniques qui sont évoqués, les problématiques, quels sont leurs enjeux, c'est quoi leur objectif, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ressentent. Et une fois que vous avez votre étude de marché, les tendances marché, plus les retours clients, là, vous avez une source d'inspiration qui est incroyable pour pouvoir prendre la parole sur LinkedIn, pour savoir qu'est-ce que je dois dire sur LinkedIn, comment je dois le dire, quels sont les termes que je dois évoquer, quels sont les sujets que je dois évoquer. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. J'ai pas forcément, de source d'inspiration, je m'inspire un peu de tout, mais je m'inspire beaucoup de mes clients. Je dois dire la vérité, c'est vraiment eux qui me donnent tous mes sujets de poste et qui me permettent de pouvoir me recentrer sur la manière dont je dois, parler sur LinkedIn, mettre en avant. Donc je dirais aller regarder un petit peu, ouais, vos anciennes discussions, vos anciens mails, ce qui est dit avec vos prospects actuellement, dans votre marché, si vous faites des salons, qu'est-ce qui est évoqué, même avec vos pairs et tout ça pour moi c'est une belle source d'inspiration. Et moi, ce que je rajouterais pour compléter, c'est de bien noter, toutes ces idées, hein, pour, ne pas se retrouver, face à la page blanche. Et moi, pour cela, donc, personnellement, j'utilise, Notion, mais ça peut être, tout autre outil.
Et je dirais que c'est vraiment important d'avoir aussi ce stock d'idées parce que lorsqu'on se dit bah tiens qu'est-ce que je vais aller publier sur LinkedIn, eh bien il suffit de prendre sa liste et de se dire ah bah oui bah tiens aujourd'hui je vais aller publier sur ce thème-là. Exactement. Notion est une très bonne, plateforme pour ça. C'est un outil que j'utilise beaucoup, notamment avec mes clients et puis sinon, un stylo, un petit carnet, on note des petits mots-clés par-ci par-là. Si on est visuel, on rajoute un petit peu ces coups de fluo et puis, le tour est joué et ça permet d'avoir en plus une source une source, d'actualité. On est plus sur des sujets, comme ça lambda, on est vraiment au cœur de l'actualité et de la réalité terrain. Donc je dirais voilà, allez piocher auprès de vos clients et du marché. Eh bien merci beaucoup Rachel pour ce mot de la fin. Merci à toi Marie, c'était un grand plaisir en tout cas de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup. J'ai été ravie de t'accueillir et puis bah j'espère que tous tes conseils inspireront nos auditeurs. Je l'espère aussi. Merci beaucoup en tout cas. Merci Rachel, à bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.